Elle était la paria de la ville, portant le fardeau des péchés de son père hors la loi, aujourd'hui décédé. C'était un montagnard solitaire, qui ne faisait confiance qu'à son fusil et à ses jumeaux sauvages de 5 ans. Mais lorsque 2 petits garçons transis de froid ont saisi sa jupe déchirée dans la neige et ont supplié « Papa, on peut la garder ?» Un scandale était né que l'impitoyable frontière n'oublierait jamais. L'hiver de 1878 s'abattit sur le territoire du Colorado comme une enclume de fer. Dans le camp minier animé de Silver Pines, la survie était une question de communauté. Mais Joséphine Mercer, elle avait été jetée dehors dans le froid, bien avant les premières neiges. Josie avait 22 ans, les joues creuses et les mains couvertes d'ampoules, à force de couper son propre bois de chauffage. Elle était la fille d'Arthur Mercer, un célèbre voleur de diligence et escroc qui avait été pendu par un escroc de la compagnie Pinkerton 6 mois auparavant. Arthur n'avait laissé à sa fille qu'une cabane délabrée à la périphérie de la ville et un nom de famille qui incitait les gens à cracher sur son passage. Les braves gens pieux de Silver Pines avaient en décidé que le mauvais sang d'une voleuse coulait dans ses veines. Ils ne voulaient pas l'embaucher pour laver le linge. Ils ne voulaient pas la laisser frotter les sols. Et lorsque le froid glacial s'est installé, ils ont complètement cessé de lui vendre de la nourriture. Josie poussa les lourdes portes en chêne du magasin général d'O'Malley, le vent hurlant dans son dos. Elle serrait contre elle une pièce d'$1 en argent usé, sa toute dernière pièce, trouvée sous le plancher de la cabane vide de son père. Monsieur O'Malley. La voix de Josie tremblait tandis qu'elle s'approchait du comptoir, resserrant son châle usé autour de ses épaules maigres. « J'ai juste besoin d'un sac de farine et d'une demi-livre de lard salé, s'il vous plaît. » Jérémie O'Malley ne leva même pas les yeux de son registre. Il passa la main sous le comptoir, en sortit un chiffon et commença à essuyer le bois immaculé. « Ce magasin était fermé aux gens comme vous, mademoiselle Mercer. Le shérif Cobb a été clair. Nous n'hébergeons pas de rejetons de bandits. Emportez votre argent ailleurs avant que j'appelle la police. Il n'y a nulle part où aller, » murmura Josie. Des larmes de désespoir absolu gelèrent sur ses cils. « Je n'ai pas mangé depuis 4 jours. Alors je vous suggère de partir à cheval. Tu devrais peut-être rejoindre la bande de vermine avec qui ton père a voyagé, » cracha Madame Gable, la commère la plus riche de la ville, qui examinait les rouleaux de calicot près du poêle. « Tu as du culot de te montrer ici. » Abattue, Josie fit demi-tour et retourna dans le froid glacial. Le vent transperçait sa fine robe de coton comme du verre brisé. Elle tituba vers la ruelle à côté du magasin, s'effondrant sur une pile de caisses gelées et enfouissant son visage dans ses mains. Elle allait mourir ici. La ville allait la laisser mourir de froid, et il chanterait probablement des hymnes pendant son agonie. À l'intérieur du magasin, la clochette au-dessus de la porte tinta violemment. Le bruit sourd et caractéristique de bottes de cuir couvertes de neige résonna sur le plancher. Emmett Caldwell était descendu des hauts sommets. Emmett était un colosse, vêtu d'un épais manteau de peau de bison, qui sentait la résine de pin et le bois, fumée et nature sauvage. Une barbe épaisse et sombre encadrait un visage marqué par le chagrin et les rigueurs du climat. 3 ans plus tôt, il avait perdu sa femme. Emporté par la fièvre des montagnes, le laissant seul avec leurs jumeaux dans sa cabane de trappeur, isolée du pic de la Veuve. Il ne venait en ville que 2 fois par an pour troquer ses peaux contre des provisions, et il détestait chaque minute passée parmi les gens civilisés. Derrière sa silhouette massive traînaient Caleb et Cody, 5 ans. Les garçons étaient complètement sauvages. Ils portaient des manteaux de laine trop grands, leurs cheveux étaient longs et ébouriffés, et ils regardaient les habitants avec les yeux écarquillés et méfiants de coyotes acculés. Gardez les mains sur le comptoir, les garçons, gronda Emmett d'une voix rauque comme des meules. Il déposa une pile de peaux de castor et de renard de première qualité sur le comptoir d'O'Malley. Fleurs, sucre, café, sel et toutes les bottes que vous avez qui iront à ces 2-là. Faites vite, pendant que O'Malley comptait nerveusement les fourrures et les jumeaux s'impatientèrent. La ville était ennuyeuse, bruyante et empestait le crottin de cheval. Caleb, le plus téméraire des 2, donna un coup de coude à son frère, et ensemble, ils se glissèrent par la porte d'entrée dans la neige, tandis que leur père se disputait au sujet du prix du sucre. Les garçons errèrent le long du bâtiment, donnant des coups de pied dans la glace, jusqu'à ce que Cody s'arrête net. Une femme était blottie contre les caisses. Elle tremblait si violemment que ses dents claquaient, ses lèvres d'un bleu inquiétant. Caleb s'approcha d'elle avec précaution, comme on apprivoise un chien errant. « Madame !» murmura-t-il. Josie leva lentement la tête. À travers sa vision trouble et embuée de larmes, elle vit 2 petits garçons identiques la fixer. Malgré sa faim lancinante, son instinct maternel se réveilla. Il ne portait pas de gants,
et leurs petites articulations étaient rouge cerise. Elle plongea la main dans la poche profonde de son tablier et en sortit le seul objet qu'elle avait sur elle. Un petit cheval de bois qu'elle avait sculpté avec un couteau de poche pour passer les heures solitaires et affamées. Ses mains tremblaient violemment tandis qu'elle le tendait. « Vous ne devriez pas être dehors sans moufle, les petits » murmura-t-elle d'une voix terriblement faible. Cody prit le cheval de bois, les yeux brillants. Il s'approcha et toucha la main glacée de Josie. Il haleta « Tu es plus froide que la glace du ruisseau !» Sans hésiter, le petit garçon déboutonna son manteau de laine trop grand, l'enleva et le posa maladroitement sur les jambes frissonnantes de Josie. Caleb se plaça aussitôt de l'autre côté, enlaçant sa taille de ses petits bras chauds pour partager sa chaleur corporelle. Caleb, Cody, le rugissement tonitruant d'Emmett Caldwell fit trembler la ruelle. Il tourna au coin, son fusil Winchester fermement serré dans une main, la panique dans les yeux. Lorsqu'il vit ces garçons blottis autour d'une femme en haillons dans la neige, il fut glacé d'effroi. « Éloignez-vous d'elle !» aboya Emmett en s'avançant pour arracher ses filles à ses mains. Mais les jumeaux ne lâchèrent rien. Cody se tourna vers son père massif et intimidant, agrippant obstinément la manche déchirée de Josie. « Papa, on ne peut pas la laisser ?» demanda Cody, sa petite voix résonnant dans la ruelle. « Elle gèle et elle m'a donné un poney. » Emmett s'arrêta, les yeux rivés sur Josie. Il la reconnut, non pas son nom, mais le regard dans ses yeux. C'était le même regard, vide et désespéré, qu'un animal piégé juste avant de rendre l'âme. Il vit comment les habitants de la ville regardaient par la vitrine du magasin, montrant du doigt et chuchotant, sans offrir la moindre aide à une mourante. « Elle a besoin d'un feu, papa », ajouta Caleb en tirant sur le lourd pantalon en peau d'ours d'Emmett. Puis, levant les yeux avec une sincérité innocente, il demanda « Maman est partie et elle a froid. On peut la garder ?» Les mots résonnèrent dans l'air glacial, lourds et impossibles à retenir. Josie tenta de se dégager des enfants, terrifiée par l'imposant montagnard qui la dominait. « Je suis désolée » balbutia-t-elle, les dents qui claquaient. « Je ne leur ai pas demandé » Emmett s'accroupit, sa carrure massive le protégeant du vent mordant. De près, Josie pouvait distinguer les mèches argentées dans ses cheveux noirs et les profondes rides de tristesse autour de ses yeux. Il ne la regardait pas avec le dégoût des habitants. Son regard était d'une précision analytique. « Tu es la fille d'Arthur Mercer » déclara Emmett d'un ton neutre. Ce n'était pas une question, mais un fait qu'il avait glané au fil des incessantes ragots de la ville. « Je ne suis pas mon père » murmura Josie avec force, s'accrochant à un dernier brin de dignité. « Je voulais juste acheter de la farine. » Emmett se releva, la mâchoire serrée. Il regarda ses fils, qui le fixèrent du regard. Elle leva les yeux vers lui, le regard interrogateur et exigeant, puis reporta son attention sur la vitrine du magasin où O'Malley et Madame Gable observaient la scène d'un air méprisant. Emmett Caldwell détestait cette ville. Il détestait leur suffisance. Plus important encore, il avait besoin d'aide. Ses pièges ne fonctionnaient pas car il passait la moitié de la journée à s'assurer que ses fils turbulents ne tombent pas d'une falaise ou ne se fassent pas dévorer par un puma. « Lève-toi » ordonna Emmett. Josie essaya, mais ses jambes fléchirent. Sans un mot, Emmett tendit son fusil à Caleb, souleva Josie sans effort dans ses bras robustes comme des troncs d'arbres et la porta hors de la ruelle. La clochette de la épicerie tinta de nouveau et les murmures à l'intérieur s'éteignirent instantanément lorsqu'Emmett ouvrit la porte d'un coup de pied, emportant avec lui la paria de la ville. « Caldwell, que diable faites-vous » demanda le shérif Cobb en sortant de l'arrière-boutique, la main sur son revolver. « Cette femme est une menace. Nous la chassons de Silver Pines. »« Elle vient avec moi » annonça Emmett d'une voix tonitruante qui résonna dans le magasin silencieux. Il baissa les yeux vers O'Malley. « Ajoutez 2 couvertures supplémentaires, 3 mètres de laine épaisse et une paire de bottes de neige pour femme à ma facture. Nous montons vers Widow's Peak. » « Emmett, tu as perdu la tête. » Le maire Harrison Briggs s'avança, le visage rouge de colère. « Son père a volé 20 000 $ à la banque territoriale. Nous avons des raisons de croire qu'elle sait où est enterré cet or. Si tu l'emmènes en haut de cette montagne, tu héberges une fugitive du comté. » Les yeux d'Emmett se plissèrent dangereusement. « Si elle avait 20 000 $, Briggs, elle ne serait pas en train de mourir de froid dans ta ruelle pour un sac de farine. Elle vient au sommet pour cuisiner et s'occuper de mes garçons. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez aller en parler à mon Winchester. » Il fit volte-face et sortit, ses garçons trottant joyeusement derrière lui. La montée fut pénible. Josie, à l'arrière du traîneau de ravitaillement d'Emmett, était emmitouflée dans d'épaisses fourrures. Une pierre chauffait à blanc contre sa poitrine.
À mesure qu'il montait, la ville de Silver Pines disparut sous un épais manteau de pin chargé de neige. L'air se raréfiait, se refroidissait, mais pour la première fois depuis des mois, Josie ressentit un étrange sentiment de sécurité. La cabane d'Emmett était une forteresse construite à flanc de falaises de granit. C'était un espace utilitaire et austère. Des pièges pendaient des poutres, des peaux de bêtes recouvraient le sol et l'odeur du cuir brut était omniprésente. « Les garçons dorment dans la mezzanine », lui dit Emmett d'un ton bourru, en portant les provisions à l'intérieur. Toi, tu prendras le lit dans le coin. Je dors sur le lit de camp près du feu. Tu cuisines, tu raccommodes les vêtements, tu les empêches de se suicider pendant que je gère les pièges. En échange, vous mangez ce que nous mangeons. Et la ville vous laisse tranquille. Vous comprenez ? Oui, monsieur Caldwell, répondit Josie, sa voix se raffermissant, tandis que la chaleur du feu crépitant lui ramenait des sensations dans ses membres. Appelez-moi Emmett, murmura-t-il sans la regarder. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas de la charité. Si tu n'es pas capable de faire ta part, je te ramènerai moi-même. Pendant les 3 semaines qui suivirent, un étrange rythme domestique s'installa dans la cabane de Widow's Peak. Josie prouva qu'elle n'était pas une fragile citadine. Elle frotta les sols noircis par la suie avec de la soude caustique, cuisina du pain au levain frais qui embaumait la cabane et démêla patiemment les nattes des cheveux des garçons. Caleb et Cody s'accrochaient à elle comme des épines. Pour la première fois depuis la mort de leur mère, ils écoutaient des histoires avant de s'endormir et se réveillaient avec des vêtements chauds déposés près du feu. Emmett la regardait en silence. Il était un homme prisonnier de son propre chagrin. Il s'attendait à ce qu'elle se plaigne de l'isolement, du manque de vie sociale ou du hurlement terrifiant des loups la nuit. Sa défunte épouse, Sarah, était une femme délicate qui détestait la montagne. Elle avait tenté de fuir vers le Missouri lors d'une tempête hivernale et était morte de froid à moins d'1 kilomètre de la cabane. Emmett s'en voulait chaque jour. Il attendait que la montagne. Il voulait briser Josie aussi, mais Josie ne s'est pas brisée. Elle a prospéré. La montagne n'était pas une prison pour elle. C'était un sanctuaire, un refuge contre le jugement cruel du monde d'en bas. Un soir, tandis qu'Emmett affûtait son couteau de chasse près du feu, il surprit Josie, en train de raccommoder un trou dans le pantalon de Cody. La lueur du feu dansait sur son visage, adoucissant les angles de ses joues et faisant ressortir une légère rougeur. La poitrine d'Emmett se serra. Il détourna rapidement le regard, enfouissant au plus profond de lui cette vague de chaleur inhabituelle. Cependant, la paix de Widow's Peak reposait sur des fondations fragiles. Un mardi, Emmett chargea son traîneau de belles fourrures d'hiver et annonça à Josie qu'il descendait à Silver Pines pour faire du troc. « Ferme la porte à clé de l'intérieur, » lui dit-il, son regard s'attardant sur elle 1 seconde de plus que d'habitude. « N'ouvre pas avant d'entendre mon sifflement. » En milieu d'après-midi, le ciel prit une teinte pourpre violacée et menaçante. Un énorme orage, hors saison, une tempête de neige s'est abattue sur les Rocheuses, déversant 60 cm de neige en quelques heures. À mi-chemin du sentier de montagne, le traîneau d'Emmett a heurté un banc de neige caché, brisant un patin. Bloqué, il a été contraint de se réfugier dans une vieille grotte minière abandonnée sans pouvoir voir à 60 cm devant lui. Des kilomètres plus haut, à la cabane, le vent hurlait comme un animal agonisant. Josie avait installé les garçons dans la mezzanine, leur lisant une histoire à la lueur d'une lampe à pétrole lorsque le bruit a percé le hurlement du vent. Bang, bang, bang. Quelqu'un frappait violemment à la lourde porte en chêne. Josie s'est figée. Ce n'était pas le sifflement d'Emmett. Les coups étaient frénétiques, agressifs. « Papa ?» a demandé Cody en passant la tête par-dessus l'échelle de la mezzanine. « Reste là !» a murmuré Josie, le sang glacé. Elle s'est approchée à pas de loup de la porte, sa main saisissant instinctivement le lourd tisonnier en fer. « Ouvre !» a crié une voix rauque et étouffée de l'extérieur. « Je sais que tu es là, petite Josie. Le maire m'a dit exactement où te trouver. » Josie recula, le cœur battant la chamade. Elle reconnut cette voix. C'était Jasper Snakeskin Collins, l'ancien bras droit de son père, le tueur le plus impitoyable du gang Mercer. « Je ne vais pas mourir de froid ici, Josie !» hurla Jasper en secouant violemment le verrou de fer. « Ton père a caché 20 000 $ en billets avant qu'il ne lui arrache le cou. Tu vas me donner cette carte ou je réduis cette cabane en cendres avec toi et tes morveux à l'intérieur. » La poigne de Josie sur le lourd tisonnier, en fer, lui avait blanchi les jointures. Les coups frénétiques portés à l'épaisse porte de chêne résonnèrent dans la cabane, se mêlant aux hurlements du blizzard à l'extérieur. « Je ne plaisante pas, Josie !» rugit Jasper Peau de Serpent Collins, la voix rauque et éraillée par le vent glacial. « Briggs a dit que ton père t'a glissé le registre et la carte avant de te tuer.
Distribuez-le ici, et peut-être que je vous laisserai vivre, vous et vos morveux. »« Il n'y a pas de carte, Jasper !» hurla Josie en retour, la voix tremblante mais étonnamment forte. « Mon père ne m'a laissé qu'un nom ruiné. »« Saute quoi ?» S'en aller, dans le grenier, Caleb et Cody étaient blottis l'un contre l'autre sous une épaisse peau d'ours, leurs grands yeux reflétant la lueur vacillante du feu. Josie recula de la porte et se plaça directement sous l'échelle du grenier. Elle était terrifiée, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers ces deux petits garçons innocents, la peur paralysante se transforma en quelque chose de totalement différent. Elle se transforma en une rage maternelle féroce et brûlante. La ville l'avait rejetée, son père l'avait ruinée, mais ces garçons lui avaient offert leur manteau et avaient demandé à la garder. Personne n'allait les toucher, fracasser. Jasper, se rendant compte que la porte en chêne renforcée ne céderait pas, s'était déplacé vers la seule fenêtre de la cabane. Le violent coup de crosse du fusil a brisé l'épaisse vitre et fait éclater le volet intérieur en bois. Aussitôt, une violente bourrasque de neige et d'air glacial s'abattit sur la pièce, éteignant les lampes à pétrole et projetant un nuage blanc sur le plancher. Par l'ouverture irrégulière, une main gantée s'est glissée à l'intérieur, cherchant à tâtons le loquet en fer du volet. Josie n'a pas hésité. Elle se jeta en avant et abattit le tisonnier de fer de toutes ses forces. Un craquement sinistre résonna au-dessus du vent hurlant, suivi du hurlement déchirant de Jasper. La main ensanglantée se retira brusquement. Mais la brève victoire fut de courte durée. Un rugissement assourdissant retentit lorsque Jasper tira à l'aveuglette avec son revolver à travers la vitre brisée. Des éclats de bois jaillirent au-dessus de la tête de Josie, la recouvrant de débris. Elle s'est laissée tomber à genoux, rampant vers la cheminée. « Tu vas le payer cher, petit rat des rivières !» Jasper a hurlé. Un instant plus tard, la lourde serrure en fer de la porte d'entrée grinça. Jasper avait tiré sur le verrou de sécurité de l'extérieur. La porte s'ouvrit brusquement, claquant contre la paroi de la cabine. Jasper Collins entra dans la pièce, un tourbillon de neige encadrant sa silhouette. Il était terrifiant, un homme grand et maigre, le visage marqué par la variole et l'œil gauche voilé et mort. Du sang dégoulinait de sa main droite écrasée, mais sa main gauche tenait un lourd revolver Colt pointé droit sur la poitrine de Josie. « Où est-il » Il siffla, entra et referma la porte d'un coup de pied pour se protéger du vent. « Je te l'avais dit » souffla Josie, en levant le tisonnier sur la défensive. « Je n'ai pas d'argent. Arthur Mercer n'avait pas 20 000 $. » Jasper cracha une goutte de sang sur le plancher. « Ne me mens pas, c'est le maire Briggs qui a prévenu les gardes de la diligence. Il travaillait avec nous, c'est nous qui avons fait le vol. Briggs a blanchi l'or grâce à son commerce, et nous sommes partagés les profits. Mais ton père est devenu avide, il a caché le dernier butin. Briggs m'a promis que si je te retrouvais et que je te le soutirais, j'aurais ma part. » Josie se figea, les pièces d'un terrible puzzle s'emboîtant brutalement. Le maire Harrison Briggs, l'homme qui avait organisé la pendaison de son père, l'homme qui avait incité la ville à la laisser mourir de faim. Ce n'était pas un dirigeant juste. Il était le complice de son père. Briggs avait insisté pour que Arthur soit exécuté rapidement afin de dissimuler ses propres agissements. Et il avait fait de Josie une paria de la ville pour que personne ne l'écoute si jamais elle découvrait la vérité. « Briggs t'a manipulé, Jasper », dit Josie, sa voix se stabilisant avec une clarté soudaine et nette. « Il n'y a pas de carte. S'il y en avait une, Briggs ne vous aurait pas envoyé la chercher en pleine tempête de neige. Il vous a envoyés ici pour mourir de froid ou pour vous faire tuer par Emmett Caldwell. Il élimine les témoins gênants. » Le œil valide de Jasper a tressailli. Un doute fugace traversa son visage hideux et balafré, puis son regard se leva vers le haut, se posant sur le grenier d'où venait de s'échapper un petit gémissement de peur, étouffé par les lèvres de Cody. Un sourire maléfique aux dents jaunes s'étira sur le visage du hors-la-loi. « Peut-être, mais je suppose qu'une mère dirait n'importe quoi pour protéger ses petits. Lance le tisonnier, Josie, ou je tire au plafond et je laisse la gravité faire le reste. » Il leva le colt et le pointa directement sur les fines planches de bois du grenier. « Non !» Josie poussa un cri strident. Elle jeta le lourd tisonnier en fer à travers la pièce. Elle s'écrasa inutilement contre le foyer en pierre. « S'il vous plaît, ne les mêlez pas à ça. » « Alors, commencez à parler. » Jasper ricana en s'approchant, son arme toujours pointée vers les garçons. « Compte de 3. 1. » Josie tomba à genoux, pleurant de frustration et de terreur. « Je vous jure, je n'ai rien. » 2. Jasper serra le doigt sur la gâchette. De l'extérieur, enfoui, sous le hurlement strident du blizzard, parvint un son qui fit se hérisser les poils de la nuque de Josie. Ce n'était pas le vent, c'était un rugissement primal, assourdissant,
d'une fureur absolue. La vitre brisée a explosé vers l'intérieur. Ce n'était pas un coup de feu, c'était un homme. Emmett Caldwell surgit de l'ouverture déchiquetée tel un esprit vengeur des montagnes, une masse informe de peau de bison, recouverte de neige et de violence pure et sans phare. Il avait abandonné son traîneau à mi-chemin de la montagne, poussé par une terreur inexplicable et lancinante qui s'était installée dans ses entrailles lorsque la tempête avait éclaté. Il avait gravi les 5 derniers kilomètres dans un brouillard à couper au couteau, poussé par un besoin désespéré, et brûlant de retrouver la femme et les enfants qui avaient enfin fait de sa cabane un véritable foyer. Lorsqu'il eut atteint le sommet de la crête et entendu le coup de feu provenant de sa cabane, Emmett avait repoussé toutes les limites physiques sans de son corps pour atteindre le porche. Jasper se retourna brusquement en tirant frénétiquement sur les membres de la secte. La balle a effleuré le lourd manteau d'Emmett, mais le montagnard n'a même pas bronché. Avant que Jasper n'ait pu armer à nouveau le marteau, Emmett était déjà sur lui. Emmett n'a pas utilisé d'arme. Il a utilisé ses mains nues, il percuta le hors-la-loi avec la force d'un pain qui tombe, repoussant Jasper en arrière jusqu'à ce qu'il traverse la lourde table de salle à manger en chaîne, la réduisant en miettes. Jasper hurla lorsque l'énorme main calleuse d'Emmett se referma sur sa gorge, le clouant au sol. Le hors-la-loi griffa désespérément le visage d'Emmett, mais Emmett ne sentit rien. Ses yeux étaient grands ouverts et sauvages. Sa mâchoire était de pierre. Il leva son poing droit, un poing de la taille d'un hachoir à jambon, endurci par des années à fendre des bûches et à briser de la glace, et l'abattit sur la mâchoire de Jasper. Le craquement sinistre résonna dans la cabine. Jasper s'est instantanément affaissé, ses yeux se révulsant. Emmett resta agenouillé près du hors-la-loi inconscient, la poitrine haletante, le souffle court dans l'air glacial de la cabine. Lentement, le voile rouge de fureur se dissipa de sa vision. Il tourna la tête, ses yeux scrutant frénétiquement la pièce. Josie était toujours au sol, tremblante de tous ses membres, sa robe déchirée à force de ramper sur les débris. « Josie ?» souffla Emmett, son air bourru et intimidant ayant complètement disparu. Il traversa en hâte les planches du plancher délabré et se laissa tomber à genoux devant elle. Ses mains massives et tremblantes agrippèrent doucement ses épaules. « Tu es blessé ? Il t'a touché ? Je vais bien », sanglota-t-elle en s'effondrant contre sa poitrine. Emmett l'enlaça étroitement, enfouissant son visage dans ses cheveux. Cet homme qui avait renoncé au monde s'accrochait à elle comme si elle était la seule chose qui le rattachait à la terre. « Je croyais t'avoir perdu », murmura-t-il avec force dans la cabine silencieuse. « Je pensais qu'il était trop tard. Papa, 2 petits corps, ont pratiquement bondi de l'échelle du grenier. Caleb et Cody ont traversé la pièce en courant et se sont jetés sur Emmett et Josie, formant un enchevêtrement de bras en larmes sur le sol de la cabane. Josie a serré les garçons contre elle, enfouissant son visage dans leur cou chaud. Emmett les a regardés tous les 3, la femme brisée et rejetée, et ses 2 garçons sauvages et orphelins de mère. Dans cet instant fugace, au milieu des décombres de sa maison, il a compris ce que Caleb avait su dès le premier jour dans la ruelle. Ils n'étaient pas des morceaux brisés. Ils étaient exactement ce dont l'autre avait besoin pour être entier. La tempête a fait rage toute la nuit, mais à l'intérieur, le feu brûlait fort. Emmett a ligoté Jasper Collins avec du fil de fer épais et l'a traîné dans la cave pour qu'il gèle et arrête de se débattre. Au petit matin, la tempête de neige était passée, laissant les montagnes rocheuses baignées d'un soleil éclatant et aveuglant. Emmett a attelé ses plus forts chevaux de trait à une lourde charrette d'hiver. Ils l'ont chargée. Jasper Collins s'est retrouvé à l'arrière comme un sac de nourriture, mais ils ne sont pas allés jusqu'à Silver Pines. Le shérif Cobb est à la solde de Briggs, dit Emmett à Josie, en l'aidant à monter sur le siège du chariot et en lui couvrant les genoux d'une épaisse couverture de laine. Nous contournons la ville. On emmène ces ordures directement aux US Marshals à Denver. Le voyage dura 4 jours exténuants. À leur arrivée, Emmett traîna Jasper devant un juge fédéral. Brisé, transi de froid et terrifié par le colosse des montagnes qui se tenait au-dessus de lui, Jasper Collins avoua tout. Il révéla tout comme un canari, le braquage de la diligence, le coup monté contre Arthur Mercer et le vaste complot de corruption et de meurtre du maire Harrison Briggs. Une semaine plus tard, un détachement de marshals fédéraux lourdement armés fit irruption à Silver Pines. Le arrogant maire Briggs fut traîné hors de son magasin, menotté, hurlant à propos de ses droits, tandis que le shérif Cobb rendit son insigne sans opposer de résistance. La ville assista, stupéfaite et terrifiée, à l'arrestation de ces riches et imbus de leur propre justice et à leur incarcération en prison fédérale. Le tribunal fédéral gracia officiellement Arthur Mercer à titre posthume.
En compensation de l'exécution injuste et de la confiscation des biens de son père, le gouvernement territorial accorda à Josie Mercer les 20 000 $ d'or volés récupérés, ainsi que l'acte de propriété du magasin que Briggs avait bâti avec de l'argent sale. Soudain, les habitants de Silver Pines, ces mêmes personnes qu'il avait méprisées et laissées mourir de faim dans une ruelle, imploraient son pardon, espérant que la nouvelle femme la plus riche du comté leur accorderait leur clémence. Mais Josie se fichait de leurs excuses. Elle ne voulait pas du magasin. Elle le vendit à May. O'Malley, à un prix dérisoire, prit son argent et quitta la ville qui avait tenté de la ruiner. Elle loua une calèche pour se rendre au pied du sentier de montagne. Emmett l'attendait là, près de 2 robustes chevaux de montagne. Il semblait mal à l'aise dans la vallée, son regard scrutant sans cesse la lisière de la forêt. Mais lorsqu'il vit Josie descendre de la calèche, son expression méfiante se transforma en un doux sourire sincère. « Tu es riche maintenant », dit Emmett d'un ton bourru, bien que ses yeux trahissent sa nervosité. « Tu peux aller où tu veux, San Francisco, New York. Tu n'as plus besoin de rester figé là-haut. » Josie s'approcha de l'homme imposant, leva la main et la posa doucement contre sa joue barbue. « Je ne veux pas de New York, Emmett. Je veux entendre le bruit du vent. Je veux du pain au levain près du feu. Et je veux voir si Caleb et Cody ont enfin réussi à attraper cette grenouille dans le ruisseau. » La grande main d'Emmett vint recouvrir la sienne. « Ils t'attendent. Ils me rendent folle à force de me demander quand leur maman va rentrer à la maison. » Le cœur de Josie se gonfla de joie. Elle sourit, un sourire radieux et magnifique que le rude hiver ne pourrait plus jamais altérer. « Alors ramène-moi à la maison, Emmett. » Ensemble, ils enfourchèrent leurs chevaux et remontèrent jusqu'à la limite des arbres. Ils ont laissé le jugement, la cupidité et la cruauté du monde bien en dessous d'eux, choisissant plutôt le lien tranquille et indéfectible d'une famille forgée dans la neige, un montagnard, ses 2 garçons sauvages et la femme marginalisée qui avait enfin trouvé sa place. Le rebondissement avec le maire corrompu vous a-t-il pris au dépourvu? Si vous avez aimé cette histoire de rédemption et de justice à la frontière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis amateurs de bons drames western et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits palpitants de la frontière sauvage.